Yaorana Aranga pour cette deuxième émission de l'année. D'ailleurs, bonne année si vous n'avez pas suivi l'émission d'hier. Le 10 janvier dernier, cela va faire 49 ans que Pouvan à Oopa est décédé. Une occasion de revenir sur son histoire, son parcours et son héritage politique, celui que l'on appelle le Métoua. Dans les idéaux continuent de résonner, justement, nos invités pour en parler. Bruno Sora, qui est anthropologue et universitaire, Yaorana. Yaorana. Et Jean-Marc Regnault, qui est historien et universitaire, Yaorana. Yaorana. Vous vous en doutez, du 10 mai 1895, à savoir la naissance de Pouvan à Oopa, au 10 janvier 1977, Pouvan à Oopa a fait énormément pour son Fénois et c'est ce que l'on va aborder dans Manava, votre émission Infoservice. Figure emblématique du mouvement indépendantiste polynésien, Pouvan à Oopa est un homme politique historique, j'ai envie de dire, de Tahiti. Il était surnommé donc le Métoua, à savoir le père de la nation. Mais avant d'en arriver là, l'histoire de Pouvan commence lors de la Première Guerre mondiale, où il part en tant que volontaire, mais c'est surtout, Jean-Marc, le contexte social et colonial de l'époque qui a façonné sa vision, la vision de Pouvan à Oopa. C'est bien ça? Oui, on ne connaît pas grand-chose sur les premières années de Pouvan. Avant 1940, en fait, il n'apparaît pas vraiment dans les documents. Et ce qu'on peut retenir, c'est que ce qu'il a dit bien longtemps après, à savoir que en France, il a considéré que les choses se passaient bien, qu'il y avait une relative égalité, la justice fonctionnait bien, et il disait c'est tout à fait différent de ce qui se passe à Tahiti. Même si à l'époque Tahiti c'est aussi considéré comme un territoire français, il trouve que dans sa colonie, les administrateurs ne se comportent pas comme ils seraient obligés de se comporter en métropole même. Alors effectivement, il faut remettre les choses dans leur contexte. Là, on parle du contexte social et colonial, mais il ne faut pas oublier, Bruno, la dimension culturelle et religieuse qui a influencé son engagement. C'est compliqué de se demander pourquoi il s'engage. Il est né en 1895, c'est juste l'année à peu près où Huahine est colonisé par la France. Autrement dit, quand il s'engage à 20 ans, il est fraîchement français et pourtant il va sur les champs de bataille en France. Donc c'est très intéressant pour Pouvan. Je pense que c'était d'abord un homme courageux, un guerrier d'une certaine manière, mais qui a été combattre d'abord avec la France alors qu'il était à peine français, enfin ou tout récemment français. Il n'était pas très français de culture, il était de Huahine et c'était un protestant de Huahine, donc sa culture française était au départ assez mince, mais il était pour la justice, Jean-Marc vient de le rappeler, pour la justice sociale, pour la justice politique, économique. Et donc, c'est ce qui fait qu'il va aller soutenir la France dans les années 1917-18 et avec son frère. Et donc, c'est une autre époque. Ça remonte à plus d'un siècle, cette histoire-là. Donc, c'est intéressant de parler de Pouvan, mais il faut bien réaliser que sa grande période, c'est plutôt les années ensuite 1940-50. Ça remonte déjà à 70 ans à peu près. À l'époque, il y avait 70 000 habitants en Polynésie française. Aujourd'hui, il y a 4 fois ça. Donc, le contexte est très important. Il y avait 4 fois moins d'habitants. Les gens étaient culturellement très polynésiens, parlaient des langues polynésiennes toute la journée. Ils étaient très protestants pour une grande partie d'entre eux. Et ils avaient une grande culture biblique. Et donc, Pouvan, c'est la culture biblique des années, du 19e siècle et du 20e siècle, avec des métaphores bibliques, des références bibliques. Donc, c'est un peu une autre époque déjà. Ce que j'aime bien dans tes propos, c'est que tu as dit que c'était un homme courageux. Courageux, il fallait l'être, puisqu'on commence avec son premier grand mouvement, une manifestation contre la venue de 3 fonctionnaires métropolitains. C'était en 1947, Jean-Marc. Oui, mais avant ça, pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait quand même pris des positions très fortes, notamment pour soutenir la France libre d'abord, à l'époque du gouverneur de Curton. Et c'est ensuite qu'il va se fâcher avec d'autres gouverneurs, il va être mis en prison, déporté, etc., qui va s'évader. Bon, et donc déjà, c'est un personnage qui compte pendant la Seconde Guerre mondiale. Il suffit de regarder une photo où on voit les grandes figures de Tahiti devant le monument aux morts, et il est là, présent. Or, c'est un simple vendeur de frites à l'époque. Comment peut-il être au milieu de tous ces personnages importants? C'est donc que déjà, il comptait dans la vie politique et sociale du pays.
Donc là, on revient sur 47. Donc cette manifestation contre 3 fonctionnaires métropolitains, est-ce que c'est vu comme vraiment sa première son premier grand acte, son premier grand mouvement à ce moment-là? Oui, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui prend de l'extension assez rapidement. Mais pendant la guerre, il avait déjà ameuté les foules contre le service du ravitaillement, par exemple. Donc là, en 1947, effectivement, l'occasion est trop belle de dire, voilà, la France envoie 3 fonctionnaires, alors qu'on a sur place des Tahitiens qui ont la formation pour tenir le poste. Et donc, c'est très populaire, finalement. Et il réussit donc une opération, même s'il doit être emprisonné pendant quelque temps, et finalement être blanchi. Ces mots résonnent encore un petit peu dans le contexte actuel. On va sauter encore une fois dans le temps. Élu député en août 49, il crée le RDPT, le Rassemblement démocratique des populations tahitiennes. Son but sera de prôner l'autonomie, de lutter contre le capitalisme. Bruno, finalement, le message de Pouvana Aopa résonne auprès des Polynésiens de l'époque? Pas tous. Tout le monde n'aime pas forcément Pouvana, de même que tout le monde n'aime pas, tous les Polynésiens n'aiment pas forcément Oscar Temaru. Et il y a les pro-Pouvana qui sont bluffés parce qu'il parle de manière remarquable, il est plein de courage, d'amour aussi pour son peuple. Voilà, c'est un métois, c'est comme un père de famille et il a envie de protéger ses enfants. Donc il n'est pas anti-français, il n'est pas contre la France, il s'est battu pour la France, il est vraiment fondamentalement pour la justice. En 1947, quand après le procès, ils sont finalement relaxés parce qu'ils s'étaient emparés quand même d'un bateau sur lequel il y avait des fonctionnaires et avec des armes. On est dans la fin de la guerre, quoi. Et les armes sont présentes en 47, elles sont présentes ensuite et on verra dans l'arrestation de Pouvana. C'est encore le contexte des années 40-50, mais quand le procès se termine par un acquittement général, il se termine par une Marseillaise générale. Ils sont encore, très pro-français. Et donc, pour Pouvana, c'est une époque où autonomie ou indépendance, c'est pas clair encore à l'époque. Clair, oui. Il est pour la décolonisation et la lutte contre les injustices. Il a une politique aussi sociale ou socialiste. Ça veut dire qu'il veut un impôt sur le revenu. Voilà, il veut prendre l'argent là où il existe. Donc, c'est d'abord, je pense, un juste et une sorte de justicier. Et donc, il y a beaucoup de Polynésiens qui trouvent ça brillant. Un peu un Robin des Bois polynésien. Voilà. Et puis, il y a ceux qui trouvent que finalement, c'est un peu exaspérant et facile et qu'il n'est pas très compétent en économie, en droit et que peut-être qu'on pourrait trouver mieux. Donc, il y a des fans de Pouvana et puis il y a aussi des Polynésiens des détracteurs. Alors, tu dis, il y a des personnes qui sont mieux qualifiées potentiellement que Pouvana Aopa. Pourtant, il a été réélu en 51, puis en 56. Il devient vice-président du Conseil du gouvernement en 57. Malheureusement, avant que tout sombre, avant d'en arriver là, on parle du référendum constitutionnel en 58. Tu peux nous en parler rapidement, Jean-Marc? Ça parlait de quoi, ce fameux référendum, avant que tout chute? Alors, Pouvana prend la tête du gouvernement local, parce que le titre de vice-président est trompeur. En fait, il est le président du gouvernement, même si le gouverneur joue encore un rôle important. Et il se trouve que la France, à cette époque-là, entre en crise, notamment à cause de la guerre d'Algérie, et cette crise est résolue en partie par le retour au pouvoir du général de Gaulle. Et le général de Gaulle propose donc différentes réformes, et notamment une réforme des liens entre la France et ses anciennes colonies. Et le général de Gaulle propose un référendum, donc à tous les Français, donc y compris Outre-mer, acceptez-vous la réforme de la Constitution? Alors, ça touche très peu les Tahitiens, parce que ce qui se passe à Paris, la façon dont l'Assemblée nationale doit voter, etc., ça ne les intéresse pas trop. Mais De Gaulle propose une sorte de décolonisation en proposant aux territoires d'outre-mer d'entrer dans ce qu'on appelle la communauté, qui leur donnera une très très grande autonomie, avec un chef d'État, un parlement, etc. Mais, très curieusement, pour Tahiti et la Nouvelle-Calédonie, c'est un retour en arrière que propose De Gaulle, c'est-à-dire on va revenir avec un gouverneur très puissant, et on peut se demander pourquoi De Gaulle accorde l'indépendance à des pays africains, par exemple, et pourquoi il la refuse. Non seulement il la refuse aux Tahitiens, mais en plus, il fait revenir en arrière.
Oui, donc obligatoirement, la population, elle n'est pas forcément d'accord. C'est divisé, je suppose. D'abord, la population ne comprend rien au référendum, comme d'ailleurs Pouvana ne comprenait rien au référendum, puisqu'il a eu quand même l'audace de dire « Si vous répondez non, la France restera à Tahiti ». Alors que De Gaulle avait quand même été très clair, il a dit « Vous votez non, eh bien, vous devenez indépendant immédiatement ». C'était le cas de la Guinée. Donc Pouvana connaissait pas grand-chose, comprenait pas grand-chose à ça. Et les Tahitiens ont plus voté un petit peu par respect des Métouas. Mais le problème, c'est que il y a un Métoua plus grand que Pouvana. Il y a De Gaulle. Les Polynésiens l'ont rencontré 1 an et demi auparavant, et 2 ans auparavant. Et pour eux, De Gaulle était quand même quelqu'un d'absolument extraordinaire. Donc voilà, il y a toutes sortes d'ambiguïtés et ça n'est pas clair du tout. Mais par contre, ce qui est clair, à mon avis, c'est que il y a une intention délibérée de la part du gouvernement français de se débarrasser de Pouvana. Alors, je vois que Bruno, tu voulais réagir à un moment donné à ce que disait Jean-Marc vis-à-vis de ce fameux référendum ? Disons que ce référendum n'est pas un référendum pour ou contre l'indépendance, c'est un référendum pour ou contre finalement le retour au pouvoir du général de Gaulle. Enfin, c'est quelque chose qui est organisé en France et dans les colonies françaises. Et il se trouve qu'à Tahiti, donc ce référendum, Pouvan'a ou pas, va demander aux gens de voter non pour ce que propose De Gaulle, et non, ça veut dire l'indépendance immédiatement. Et il réunit 35% des voix. Et donc il y a 65% des voix qui partent pour le oui, c'est-à-dire rester avec De Gaulle, rester dans la France. Voilà, donc Pouvan'a perd, il y a des îles qui votent quand même en majorité pour l'indépendance à ce moment-là. Il y a Huahine, je crois qu'il y a Taha'a, il doit y avoir Rimatara, il y a des districts de Tahiti, il y a Fa'a'a, il y a Mataea qui votent pour l'indépendance à ce moment-là. Donc à ce moment-là, Pouvan'a est vraiment indépendantiste dans le sens où il sait qu'en votant non, ça va être l'indépendance immédiatement. Mais un tournant majeur pour Tahiti, finalement, la Polynésie. Et ce serait un tournant majeur, mais quelque part ce serait logique, parce que finalement, les années 50 sont les années de la décolonisation, et les colonies qui ont dit oui à De Gaulle, mais c'était oui juste pour 1 ou 2 ans, parce qu'en 1960, à part l'Algérie, toutes ces colonies sont décolonisées. Donc Pouvan'a a voulu peut-être aller un peu plus vite, parce que peut-être qu'il se rendait compte aussi que c'était le moment. Il n'a pas été suivi par la majorité de la population, mais il avait cette pensée très tahitienne qui consistait, pour dédiaboliser les choses, pour ne pas faire peur aux gens, à dire mais si vous votez non, De Gaulle nous donne le choix de voter oui ou de voter non. Donc en votant non, on vote quand même pour ce que propose De Gaulle, puisqu'il propose les deux. Alors, donc on est quand même dans son idée et on suit ses règles. C'était un peu un abus de logique, une pensée un peu, c'est du syllogisme, mais c'était une manière de dire aux Tahitiens, voilà, vous n'allez pas vous fâcher avec De Gaulle pour autant. Bon bref, ce référendum, il y va un peu seul, tout le monde est contre lui, et il réunit quand même 35% des voix, c'est pas mal, mais c'est pas gagné. C'est pas suffisant. Justement, j'ai l'impression qu'il y a quand même un rapport entre, dans la même année, les 2 incendies criminels à Papeete qui conduisent du coup à la perquisition du domicile de Pouvan'a. Et en octobre 59, il est condamné à 8 ans de réclusion criminelle, 15 ans d'interdiction de séjour en Polynésie pour complicité de destruction d'édifices et détention d'armes et de munitions sans autorisation. Cet événement est important, Jean-Marc, pour l'héritage politique de Pouvan'a Aopa ? D'abord, il faut rappeler que quelques jours après le référendum, 15 jours après, je crois, à Paris, De Gaulle réunit un conseil des ministres et il demande au ministre de l'Outre-mer de faire un rapport sur le résultat du référendum Outre-mer. Alors, le ministre n'y va pas par 4 chemins, il dit il y a des gens qui ont dit oui, il y a des gens qui ont dit non, ça n'a aucune importance. Ceux qui ont dit oui sont souvent beaucoup plus adversaires de la France que ceux qui ont dit non. Et, par contre, il étudie 3 cas particuliers. Le cas de Tahiti, le cas de la Nouvelle-Calédonie, le cas du Niger, et puis un 4e, c'était le territoire autour de Djibouti. Et là, le ministre dit, à propos de Pouvan'a, ce type, on ne peut pas le garder. Il faut l'éliminer. Ah oui, donc en fait, c'était l'homme à abattre à l'époque. Voilà. Alors, pour l'éliminer, c'est relativement simple. On réunit l'Assemblée, on soudoie un certain nombre de conseillers, et on aura le renversement de Pouvan'a. Sauf que, pour réunir l'Assemblée, il faut plusieurs mois, parce qu'ils sont tous dispersés. Donc, le ministre dit, on ne peut pas attendre, et il faut donc s'en débarrasser tout de suite. Le Conseil des ministres donc donne son approbation. De Gaulle présidait, De Gaulle a dit oui, et
1 heure après, le ministre envoyait un message au gouverneur, agissez de la meilleure façon possible pour vous débarrasser de Pouvana. Effectivement, hein, de tes mots, 2 jours après, il est arrêté pour soi-disant un incendie. L'objectif de cette arrestation de tes mots, c'était éteindre les velléités indépendantistes pour prévenir les protestations antinucléaires au moment du transfert des essais du Sahara au Pacifique, donc l'arrivée du CEP. Cette condamnation, ça a provoqué quoi encore aujourd'hui? Est-ce que ça a un fort retentissement, peur et moins réaction collective, Bruno, vis-à-vis de comment a réagi la population? Okay, on pourrait quand même beaucoup discuter de savoir si Pouvana a été arrêté parce que la France voulait faire venir le CEP ou est-ce qu'il n'aurait pas été arrêté quand même. Parce qu'il avait quand même un certain nombre d'opposants, d'adversaires, ici à Tahiti, aussi chez les Tahitiens, et puis dans la bourgeoisie, on va dire demi-française, etc. Donc il avait des ennemis quand même ici, et quand il reviendra plus tard ensuite de son exil, etc., il dira que la France lui rendra justice. Il avait confiance quand même dans la France. Et il n'a pas dit lui-même qu'il est tombé dans un complot pour faire venir le CEP. Ça ne veut pas dire que le complot n'existait pas, hein, mais ça veut dire que les choses sont compliquées. Donc, en tout cas, son arrestation, c'est, un traumatisme dans la population, parce que les gens se disent, si on est courageux et qu'on ose dire non à la France, eh bien, on va se retrouver en prison pour 15 ans. Comme ça a été le cas pour lui. Disons qu'il n'a pas fait 15 ans de prison, mais il a été condamné, effectivement, par un jury populaire tahitien. Il faut pas l'oublier non plus. Il a quand même eu une condamnation avec un jury dans lequel il y avait des juges français et puis aussi des jurés populaires tahitiens. Oui, populaire, je conteste un peu le mot, puisque tu sais très bien que la réglementation à l'époque faisait que les gens du peuple, qui avaient des métiers populaires en quelque sorte, eh bien, ces gens-là ne pouvaient pas être membres du jury. Alors, c'était des Tahitiens. Justement. Oui, mais c'était la bourgeoisie tahitienne. Voilà. Toujours est-il qu'il sera bloqué du coup en France de 60 à 68. Son départ a affecté la population. Puis après son retour à 68, il y aura son élection en 71 comme sénateur. Il n'avait pas abandonné son idée indépendantiste, son mouvement social, malgré les menaces, les pressions, les épreuves. Pouvana Aopa a toujours maintenu sa vision d'une Polynésie digne, respectueuse de ses racines, de ses valeurs. Et puis, il y a eu, après la demande des descendants et les travaux de Jean-Marc, d'ailleurs, la réhabilitation posthume de Pouvana Aopa, qui a été acceptée près de 60 ans après sa condamnation. C'est un élément important de l'histoire politique tahitienne, d'après toi, Bruno? Je pense que c'est logique et c'est ce qu'il réclamait lui-même finalement. Hein. Il voulait pas simplement d'une amnistie, etc. Il voulait que la justice lui rende justice et la justice française. Voilà. Donc non, je pense que c'est un élément de satisfaction. Il n'y a pas du tout de doute là-dessus pour la famille, pour la population. Après, on a vu l'Assemblée territoriale, etc. soutenir la mémoire de Pouvana, alors que finalement, il dérange plus aujourd'hui. À l'époque, encore une fois, tout le monde n'était pas unanime derrière Pouvana Aopa. Il avait quand même un certain lot d'adversaires. Mais aujourd'hui, il y a un consensus de la mémoire pour reconnaître que c'est le père, c'est vrai, de l'indépendantisme tahitien. Et puisqu'on parle du Métois, il y a quand même un successeur assez évident qui est Oscar Temaru, depuis un très grand nombre d'années, qui a la même constance, la même idéologie indépendantiste. Et donc, tout le monde aujourd'hui reconnaît son courage à Pouvana, sa lucidité, et certains se disent, si on l'avait suivi en 1958, il n'y aurait pas eu les essais nucléaires. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, voilà, Pouvana est un peu comme un visionnaire, comme un père, comme un Métois, un prophète, enfin, il y a tout. Aujourd'hui, on parle de l'héritage politique du Métois. Hein. Parlons-en, c'est le titre de l'émission. Alors, pour être bien clair, il n'y a pas de prise de position politique, mais surtout un rappel de l'histoire. Donc, si on parle de l'héritage politique du Métois, Jean-Marc, encore aujourd'hui, ça a de l'influence, son mouvement, un petit peu comme le père du nationalisme tahitien, Pouvana Aopa. Oui, enfin, ce qui est intéressant, c'est dans ce que Bruno a écrit et ce que de mon côté j'ai pu écrire, c'est qu'on a travaillé dans des domaines différents pour arriver à un résultat. Bon, Bruno a surtout travaillé aussi sur le procès en tahitien. Hein, et puis moi, j'ai eu la chance d'avoir une étudiante qui était magistrate et qui, elle, a revu la façon dont le procès s'était déroulé et elle a démontré que les principes fondamentaux du droit n'avaient pas été respectés. Et donc, ça, plus tous les documents qui sont apparus peu à peu, et notamment lorsque Sarkozy a décidé de donner tous les documents,
Alors là, on s'aperçoit des choses tout à fait étonnantes, hein, à savoir que quand De Gaulle revient au pouvoir, son objectif, c'est les essais nucléaires. Et qu'il sait aussi, à cette même date, qu'on ne pourra pas faire les essais longtemps en Algérie et qu'il faudra les mettre dans une île du Pacifique. C'est-à-dire que l'arrestation, elle arrive au moment où justement De Gaulle revient au pouvoir, qu'il a un objectif fondamental, le nucléaire, et qu'il sait qu'il faudra faire le nucléaire dans une île d'Océanie, et il n'y en a qu'une qui convient, en fait, c'est la Polynésie. Et donc, à moins de prendre le général de Gaulle pour un demeuré, puisqu'il sait tout ça, pourquoi laisserait-il à la tête de la Polynésie un nationaliste, de plus protestant, les protestants étant des adversaires, en général, des adversaires du nucléaire. Voilà, donc tout ça... Finalement, ça nous montre l'influence de Pauvan-A à O'Opa à l'époque, et cet héritage-là nous montre qu'aujourd'hui, il a encore cette influence. On peut le voir d'ailleurs, on voit des avenues, des monuments, des bustes à son nom. Ce sont des symboles qui se perdent un petit peu avec la jeunesse qui ne connaît plus trop son histoire, et c'est aussi un petit peu la raison de cette émission, nous rappeler l'histoire et uniquement l'histoire. Nous échangerons à la fin de cette émission sur les différents livres que nos invités ont pu écrire. Avec cet échange, on a balayé l'ensemble d'un parcours hors norme, celui de Pauvan-A à O'Opa. On n'a que 26 minutes dans cette émission, malheureusement c'est déjà bientôt la fin. Mais avant, nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer l'arrière-petit-fils de Pauvan-A à O'Opa. C'est Sandro dans vos questions express. Je m'appelle Stephenson Sandro. Je suis l'arrière-petit-fils du Metua Pauvan-A à O'Opa. Le procès s'est tenu, l'histoire a été, on a déballé l'histoire devant tout le monde, tout ça. On a eu un très bon avocat, Maître Pinuika, quelque chose comme ça. Un très bon avocat qui a bien défendu le dossier du Metua de grand-père. À la fin des plaidoiries, tout ça, j'ai même entendu le procureur qui d'habitude, un procureur d'habitude, il est pour l'État, c'est-à-dire il défendait les intérêts de l'État, pas les intérêts de Pauvan-A. On a même entendu le procureur pencher pour Pauvan-A. Donc à ce moment-là, à la fin, quand la séance était terminée, j'ai senti un grand soulagement. J'ai même fondu en larmes parce que déjà là, je savais au fond de moi-même qu'il allait être innocenté. J'étais soulagé et j'ai beaucoup pensé à lui. J'ai beaucoup pensé à ma mère. J'ai beaucoup pensé à ma famille, à sa famille, à ses enfants, à ses petits-enfants, parce qu'ils ont souffert. Dans son histoire à lui, ils ont été carrément, ils ont été les parias de la ville. Tous ceux qui étaient pour Pauvan-A, ils étaient mis de côté de la société. Et j'ai pleuré parce que j'ai pensé à tout ça, j'ai pensé à toutes les souffrances qu'ils ont eues. Et aujourd'hui, ce jour-là, le 5 juillet, j'ai senti ce fardeau-là me lâcher. J'ai encore ça m'a soulagé. Et j'aimerais, moi, que les jeunes d'aujourd'hui connaissent l'histoire de Pauvan-A, la vérité, puisque aujourd'hui, il a été innocenté. Donc, on n'a plus de secret. Il faut raconter cette histoire. Il faut la mettre. Il faut que nos enfants connaissent cette histoire. En fait, on a une très belle histoire, nous, en Polynésie, l'histoire de Metua. Je vais faire la relation avec l'histoire de Mandela. Le Metua, c'est notre Mandela. Je suis peut-être un peu
je sais pas comment on dit, mais c'est notre Mandela à nous, à notre niveau, à notre échelle à nous. Donc, il faut que nos jeunes, nos enfants, nos générations qui viennent connaissent cette histoire parce que aujourd'hui, pour que le politique, pour qu'on ait cette autonomie-là, pour qu'on ait tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui, c'est un peu par lui qu'on a eu tout ça. Comme d'habitude, sur la fin de l'émission, on vous montre les meilleurs sites internet, mais aujourd'hui, on va parler uniquement de livres et plutôt que moi vous en parler, nous avons les auteurs sur le plateau. Alors, on commence avec Bruno Sora. On parle de Pouvan'a O'Opa, père de la culture politique tahitienne, un livre de 1997 que tu tiens dans tes mains d'ailleurs. Oui, c'est un livre déjà ancien. Une biographie de Pouvan'a, parce que c'est intéressant sur sa jeunesse. On n'a pas énormément de choses, mais il y a quand même des données familiales. Moi, j'ai très longtemps vécu à Huahine. J'habitais chez les O'Opa, et donc je connais bien l'histoire de Pouvan'a, et c'est bien de pouvoir compléter précisément par des anecdotes familiales, il y a un journal aussi de Pouvan'a tenu pendant ces années de guerre, etc., en tahitien. Et puis cette biographie, elle est servie par une magnifique traduction en tahitien par Valérie Gaubré. Donc en fait, j'ai écrit que la moitié de ce volumineux ouvrage, parce qu'elle a fait une très très belle traduction en tahitien. Et c'est important de parler de Pouvan'a en tahitien. Bien sûr, parce que c'est bien qu'il y ait des avenues et des statues, mais je crois que les valeurs de Pouvan'a, c'était quand même la culture autochtone, la langue tahitienne. Et donc c'est bien que ça existe en tahitien. Donc un livre un petit peu plus intimiste, j'ai envie de dire, avec ce livre. Donc je le rappelle, Pouvan'a O'Opa, père de la culture politique tahitienne, qui date de 1997 mais qui reste toujours d'actualité. Et puis le tien, Jean-Marc Regnault, Pouvan'a O'Opa et De Gaulle, la candeur et la grandeur, qui date de 2016. Mets-le bien à côté de ton visage pour qu'on puisse bien le voir. Pareil, un petit résumé de ce livre. Oui, il s'agit en fait du dossier pratiquement qui a été transmis à la Cour de cassation. Donc avec toutes les archives que j'avais pu avoir et l'interprétation aussi que donnait la magistrate Catherine Vanier, donc ce livre permet de faire le point sur les complots, tous les complots. Et donc le livre n'arrive pas jusqu'à la réhabilitation en quelque sorte, puisque c'était 2 ans avant. Mais c'est très bien en effet que quand on parle de Pouvan'a, on le fasse aussi en langue tahitienne. Alors une info que je vous donne, c'est qu'il y a un membre de l'Académie tahitienne qui traduit ce livre, mais ça fait déjà pas mal de temps qu'il est dessus. Je ne sais pas si ça aboutira. Je le souhaite. On le rappelle, Bruno Sora, Pouvan'a O'Opa, père de la culture politique tahitienne de 1997, et celui de Jean-Marc Regnault, Pouvan'a et De Gaulle, la candeur et la grandeur de 2016. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission et nous avoir apporté tous ces détails. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Maururu Totato Faririra, Rahoma Parhena.